Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues, tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Ici, on met en lumière des actions concrètes et des initiatives qui changent la donne. Que vous soyez acteur du tourisme, étudiant ou juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Bonjour Lucas, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Expérientiel. Comment vas-tu ? Bonjour François, merci de m'avoir invité, c'est super. Et ça va parfaitement, parce que comme tu le sais, je suis actuellement au Vietnam. Alors, on s'est rencontrés, nous, l'année dernière au sein de l'association Défimed, travailler sur tout ce qui est communication de l'association, une association dans l'écotourisme sur le bassin méditerranéen. Et puis, tu as participé aussi au lancement de cette chaîne écotouristique de streaming qui s'appelle Brin TV, mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et qu'est-ce que tu fais au Vietnam ? Eh bien écoute, j'ai décidé de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais depuis l'Asie, pour la simple et bonne raison que ça fait déjà quelques années que je travaille à mon compte en chef de projet digital pour des sociétés, des associations, et j'avais envie de vivre ça différemment que depuis ma chambre ou depuis un coworking en France, pour le plaisir vraiment de pouvoir m'évader, de vivre vraiment une expérience différente. Et donc on a eu la chance avec ma compagne de le faire parce que celle-ci est graphiste aussi freelance. Donc on s'est dit c'est le moment, il faut le faire, il faut qu'on voyage et qu'on vive cette vie pleinement. Tu es où au Vietnam et tu peux nous décrire un peu le paysage de la fenêtre qui est juste à côté de toi ? Actuellement, je suis non loin de Sapa, donc c'est dans le nord du Vietnam. Le paysage est vraiment à couper le souffle. On est en face d'une belle montagne avec plein de belles rizières en bas où on voit des gens qui préparent leurs plantations, qui seront bientôt toutes semées. Vraiment, voilà, on est coupé un peu du monde. On est seulement les seuls bruits qui nous dérangent, c'est peut-être des coqs de temps en temps, mais voilà, c'est le pur plaisir vraiment d'être dans l'arrière-pays et avec des gens qui, en plus de ça, sont tout à fait chaleureux et adorables. Tu arrives à bosser là ? Tu es là pour combien de temps ? Je suis là pour plusieurs mois. Là, on n'a pas prévu de rentrer, on va dire, d'Asie juste prochaine fête de Noël. Mais donc, on y est, on travaille bien. Étonnamment, on a une très bonne connexion Internet. C'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir bien travailler. Un peu d'électricité aussi, évidemment. Ça se passe super bien. Écoute, on a comme une fibre, on va dire, ici. Donc, vraiment, le débit est parfait et on peut pas s'en plaindre. C'est encore plus reposant parce que, du coup, on a nos missions actuelles du travail, mais sans, on va dire, tous les soucis du quotidien qu'on peut avoir en France. Tu te diriges vers tes 30 ans, tu es entrepreneur. Tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la communication et l'événementiel ? Oui, en effet, 30 ans en août. J'ai tout d'abord commencé, en effet, j'ai fait un BTS tourisme, après j'ai fait une licence pro événementielle communication. Ça m'a toujours plu ce domaine-là parce que j'aime pas avoir une routine. J'aime bien pouvoir à chaque fois faire des choses différentes et c'est pour ça que je suis un peu couteau suisse dans tout ce que je fais dans mes missions de chef de projet. J'ai commencé assez tôt, d'abord en micro-entreprise, puis après en société, parce que j'avais ce besoin de pouvoir sous-traiter certaines de mes prestations et de pouvoir travailler en collab avec d'autres freelances. Donc ça devenait logique de le faire. J'ai apprécié tout ce métier-là parce que je peux changer. J'ai une partie vraiment très informatique, c'est là, mais aussi une partie audiovisuelle où je vais me rendre des fois sur des événements pour faire de la diffusion en streaming, pour faire de la réalisation vidéo, ce genre de choses. C'est ces doubles facettes de ce métier que j'aime beaucoup, qui sont à la fois compatibles et complètement différentes, mais qui me permettent de ne pas avoir de routine et autant de me retrouver à travailler pour une association sur l'écotourisme comme Défimed
que sur une société actuellement qui fait de la vente de mobilité électrique comme la trottinette par exemple. D'où elle vient cette fibre d'entrepreneur? Dur à dire parce que j'ai eu des parents qui ont fait un parcours tout à fait normal, hein. Ma mère est fonctionnaire dans l'éducation et mon père a été chauffeur poids lourd. Je pense que c'est d'eux que ça vient parce qu'ils m'ont toujours donné confiance en moi. Ils m'ont toujours dit que j'étais capable de faire des choses et je pense que par rapport à d'autres jeunes qui n'ont pas eu cette facilité avec leur famille, moi j'ai toujours été encouragé. On m'a toujours dit que j'étais capable. C'est ça qui m'a poussé vers le haut, je pense. Et après aussi, la facilité à essayer d'être positif, à toujours trouver un bon côté à chaque chose de la vie. Et je pense que, c'est ce qui m'a donné un peu des ailes et qui fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, ça fait presque 10 ans que j'ai la chance de faire, ce que je fais. Aujourd'hui encore plus, d'être animé par, les voyages et tout ce que j'aime en plus, de faire mon métier. À travers ton entreprise, Odalux, tu as choisi de rendre tes services accessibles principalement à des petites structures à but non lucratif. Pourquoi? Simplement parce que j'ai toujours été animé par l'associatif. Ça me passionne, je trouve que c'est beau de voir, des gens qui sont capables de donner de leur temps, de leur énergie pour des nobles causes. Je pense que moi, j'ai un certain nombre de compétences, comme je disais, numériques. Ça peut être qu'un plaisir de mettre à disposition ces compétences pour des prix tout à fait corrects parce que ça me permet de me dire que, tout ce que je fais et que j'entreprends, c'est utile. Qu'on a cette notion de reconnaissance, personnelle, hein. C'est un but qui est important de se dire que, ce qu'on fait dans ce monde, est utile, je pense. En plus de ça, on voit vraiment les différences. C'est-à-dire que je pense que dans certaines grandes sociétés, on pourrait des fois, se considérer comme, simplement un chiffre ou, un nombre et là, on compte vraiment à quelque chose, on a vraiment une utilité et on voit vraiment les évolutions qu'on apporte. Donc c'est ça qui est intéressant. Si on continue un peu sur cette thématique, quand on se lance, évidemment, il y a des enjeux économiques importants. Comment on garde le cap sur ces valeurs quand on est entrepreneur? Garder le cap sur ses valeurs, c'est quelque chose qui est compliqué en effet et je pense qu'il faut accepter que dans notre vie d'entrepreneur, on va pas faire uniquement des choses qui nous animent et qui nous plaisent. On a souvent besoin de faire quelques autres missions pour pouvoir, on va dire, financer notre vie en effet. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire que, tous ces 30 ou 40 de travail qu'on va faire pour, des sociétés ou pour d'autres qui nous animent un peu moins, ça va nous permettre de libérer du temps et de l'énergie pour tout ce qui nous anime beaucoup plus. Je pense que voilà, sans vouloir vendre son âme au diable, on peut très bien trouver un équilibre entre travailler pour vraiment ce qui nous anime et trouver aussi des clients pour, réussir à vivre correctement, tel qu'on en aurait besoin. Tu as évolué dans le monde des médias depuis 2016. Qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce qu'il y a eu une évolution ces 10 dernières années où c'est pas toujours facile à suivre ou parce que ça bouge tellement vite? Je pense qu'il y a en effet, pas mal de mouvements. On voit aujourd'hui, dans la stratégie des médias, des rachats, excessifs, hein, où on a de plus en plus de grands groupes qui vont racheter des nouveaux médias, par exemple. Donc c'est vrai que c'est dur à suivre et notamment aussi dans, par exemple, les droits TV. On peut voir aussi, qu'il y a beaucoup de mouvements. On se retrouve à avoir des acteurs comme Amazon, qui rachètent, des droits, sportifs, énormes, ce genre de choses. On se rend compte que ça change énormément et qu'on n'est plus, sur les cycles, par exemple, qu'on connaissait. Après, ce qui est intéressant, c'est que de ça émergent aussi des médias indépendants qui sont, je pense, beaucoup plus qualitatifs dans ce qu'ils proposent et avec peut-être une âme plus importante aussi. Donc, ça permet aussi d'avoir un tri pour les gens qui font le travail quand même d'aller chercher des médias qui leur correspondent un peu plus, d'avoir des choses avec des valeurs plus importantes, où on peut avoir une information qui est plus qualitative que dans le grand bain des médias traditionnels. Et toi, avec ta petite boîte, c'est facile de continuer à exister ou est-ce que ces grosses boîtes, elles prennent tellement de place que c'est de plus en plus compliqué pour toi? Je pense que si on reste positif et qu'on essaye de pas trop s'en demander, on peut toujours trouver notre place. Je pense qu'actuellement, j'ai eu des moments, des difficultés, hein. Je travaille pour un gros acteur, dans le sport, il y a quelques années qui a fait faillite, où je me suis retrouvé avec, des factures impayées, qui ont mis vraiment à mal, ma société. Mais j'ai su rebondir et j'ai eu de la chance, hein, aussi. J'ai su prendre ça de manière positive, me dire que, on fait ce qu'on peut et que c'est pas très grave. Dans tous les cas, on peut toujours rebondir. Même si demain, une société s'arrête, on peut très bien faire autre chose et rebondir, en recréer une autre un peu plus tard.
Je pense qu'on peut tous trouver notre place puisque dans tous les cas, il y a des clients, de tout niveau, hein, évidemment. Il faut juste savoir, ce qu'on cherche réellement, comment le mettre en place. 10 ans d'entrepreneuriat avec des hauts, des bas, des difficultés, des problèmes, des trucs super chouettes. Qu'est-ce qui te surprend le plus par rapport à toi-même, de la manière dont tu as évolué en regardant ces 10 dernières années? J'avais une phrase, qui était importante pour moi quand j'étais plus jeune, c'était: «Commence chaque journée comme si c'était la dernière». Et j'avais tendance à toujours courir. C'est-à-dire que même dans le travail, j'ai toujours été un acharné, mais je travaillais les week-ends, je travaillais le soir, je travaillais tout le temps parce que, ça m'animait et que je me disais que si je voulais réussir, il fallait vraiment, se mettre, à fond dans tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience, avec le recul, avec les années qui passent aussi, j'ai compris que c'était pas forcément l'objectif de la vie. Il faut être en capacité de faire des choses qu'on aime, mais il faut être en capacité aussi de vivre. Et je pense que ça, on a tendance à un peu le laisser de côté. Aujourd'hui, j'ai tendance à adopter une autre phrase qui est plutôt, dans mon cas en tout cas: «On ne sauve pas des vies». Donc c'est vrai que c'est bien de faire son maximum dans son travail, je pense. Il faut aussi, avant tout, faire son maximum dans sa vie personnelle. Parce que notre vie, elle peut s'arrêter à tout moment. Et je pense que c'est important de se dire que on a aussi bien vécu et pas on a uniquement bien travaillé. Tu me tends une perche. Pourquoi tu as décidé, depuis janvier, de quitter la France et tu as passé quelque temps au Sri Lanka, maintenant tu es au Vietnam. Qu'est-ce que tu attends de ce parcours que tu t'es offert? Cette liberté aussi, je pense que c'est important, cette possibilité de pas de se retirer, mais de faire un pas de côté et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Il vient d'où le déclic? Eh bien, j'aurais tendance à dire que, ça fait en effet, pas mal d'années, presque 10 ans que je suis à mon compte, que je travaille d'une certaine manière et aujourd'hui, on pense vraiment à se dire que, il faut qu'on vive. Donc je me rends compte que, tout ce que je faisais depuis chez moi, je suis en capacité de le faire tant que j'ai une connexion internet de partout. J'ai cette volonté aujourd'hui de vraiment découvrir le monde pour 2 aspects. Il y en a un qui est, moins noble, qui était, en effet un peu fuir mon quotidien parce que beaucoup de charge mentale, ne serait-ce qu'avec la famille, avec les amis où tu te dis, que je suis pas tout à fait capable de dire non à mon quotidien. Je ne sais pas, mettre de limites, après je suis très heureux de voir les gens que je vois, d'aider les gens que j'ai autour de moi, mais j'ai pas la capacité aujourd'hui à prendre du temps pour moi, dans mon quotidien actuel et je sais que ça, c'est une chose que je recherchais. Je voulais m'accorder un petit peu de temps, si je voulais, pour, prendre un bol d'air frais, pour pouvoir lire un livre, ce genre de choses que j'ai du mal à faire dans mon quotidien actuel. Donc je sais que ça, c'est l'une des choses pour fuir un peu le quotidien, que c'est pas forcément la meilleure des choses. Et il y a un deuxième aspect qui est en effet pour découvrir le monde, des personnes qui vivent beaucoup plus simplement. Je trouve que on est dans un climat anxiogène, en Europe. On va se rendre compte que, voilà, il y a des agressions, il y a des problèmes, des attentats, enfin, il y a plein de choses qui vraiment, sont complètement folles, hein, toutes ces guerres et je pense qu'aujourd'hui, quand on va à l'autre bout du monde, on se rend compte qu'ils ont peut-être pas grand-chose, mais qu'ils vivent simplement, qu'ils sont heureux et qu'ils sont au plus simple, en fait et c'est comme ça que j'ai aussi envie d'évoluer, de me dire que, oui, ma vie peut tenir dans un sac de, 40 litres, que je suis léger avec moi-même et que en fait, je me nourris uniquement de belles rencontres, de beaux paysages et que ça me suffit tout simplement. Est-ce que ça te fait du bien? Ça me fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir, découvrir, toutes ces communautés locales, on va dire, de pouvoir, prendre du temps vraiment pour moi aussi parce que, comme je disais, c'était difficile. En même temps, je me repose, en même temps, je découvre des choses et puis c'est quelque chose qui m'animait depuis, très longtemps. Je pensais pas avoir le courage de le faire tout seul, donc je l'ai fait, avec, ma compagne Juliette et c'est un beau cadeau qu'on s'est offert, je pense, parce que on a la preuve qu'on a en capacité d'en vivre et tout à fait de profiter de cette vie. Tu sais que j'ai fait la même chose avec mon épouse, hein. On est parti 1 an et demi, à travers le monde. C'était après mon premier poste de DG à Bora Bora et je ressentais vraiment le besoin de lâcher prise, de faire autre chose que de travailler. Et donc, on est parti 1 an et demi à travers le monde, passer beaucoup de temps aussi avec nos familles, parce que quand on vit en tant qu'expatrié, on les voyait pas beaucoup. Et ça nous a fait un bien incroyable. C'était un véritable bol d'oxygène. On a appris tellement de choses, ça nous a tellement transformés humainement. C'est chouette. Et d'ailleurs, est-ce que ce voyage nourrit tes projets professionnels et voire même les transforme?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'identité que tu avais d'Odalux quand tu es parti et 5 mois plus tard, est-ce que ça t'ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles envies? Je pense que oui, je pense que ces envies, elles étaient déjà présentes avant de partir et que c'est justement, un accomplissement de pouvoir, partir et se permettre ce genre de choses. Parce que, voilà, il faut être, tout à fait transparent et la vie coûte nettement moins cher aussi en Asie qu'en Europe, hein, c et donc ça nous permet en fait de voir les choses différemment, de pas être, on va dire dans cette cage, dorée, où on est en Europe, où on a besoin finalement d'un certain montant par mois pour pouvoir, survivre, hein, disons. Et ici simplement de réussir à vivre simplement avec, le minimum, hein, avec des choses, tout à fait, tolérables et de pouvoir revoir ses projets d'une autre manière. Ne pas être animé uniquement par un aspect qui peut être financier en se disant: «Beh, j'ai besoin de survivre, j'ai besoin de payer un loyer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là», mais de pouvoir les faire vraiment, de la manière dont ça nous anime. De se dire qu'en fait, si j'ai envie de prendre ce client, parce que, j'adore ce qu'il fait, même avec un budget tout à fait, cassé parce que, je gagnerai pas grand-chose par rapport au temps que j'y passerai, c'est pas très grave parce qu'en fait, la mission va être noble et va me plaire et va m'animer. Donc c'est le cas entre autres, avec Decimed, je prends un grand plaisir à collaborer avec Decimed et mettre en place un certain nombre de choses, comme avec d'autres sociétés que j'accompagne aussi. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je peux faire et que j'aurais peut-être pas pu avant parce que, il y avait un impondérant qui était, financier. Tu pars pour 1 an, tu as fait le Sri Lanka, tu es au Vietnam pour quelques mois. Est-ce que tu as déjà planifié les prochaines étapes ou tu laisses venir? Alors ma déformation professionnelle de chef de projet fait que normalement, je prévoyais tout à l'avance. C'est assez amusant parce que déjà, avant le Sri Lanka, 6 mois à l'avance, je savais déjà plus ou moins, tout sur le pays. Je m'étais beaucoup renseigné et là, je suis allé complètement à l'aveugle au Vietnam. On a fait un retour en Europe, pour le travail. Quand on est reparti, en fait, on réservait uniquement la veille de notre vol, notre premier hébergement au Vietnam, chose qui est totalement folle pour moi parce que vraiment, comme je dis d'habitude, tout est structuré au millimètre. Je vois déjà la différence parce qu'en effet, il y a pas du tout de la même manière. Et là, je sais, par exemple, on a à la louche, on sait qu'on va vouloir aller faire un mois au Laos, qu'on va aller un peu après aux Philippines, et cetera. C'est pas du tout pareil de ce que pouvais entreprendre par le passé. Je me rends compte déjà avoir changé là-dessus. Je remercie là-dessus Juliette parce que elle est beaucoup plus décontracte que moi normalement sur ces aspects-là. Et c'est fou déjà de voir le changement à cet aspect-là où je me dis, ben c'est bon, on va y arriver, on va gérer, mais c'est assez changeant pour moi en effet et déroutant aussi. C'est cool, tu lâches un peu prise sur des croyances ou sur des critères qui t'ont formé jusqu'à aujourd'hui et là, ça explose et ça fait du bien, non? Ah ben tout à fait, parce que quand on est dans le contrôle toute sa vie, pour X ou Y raison, hein, mais que, on pense qu'on doit être un château fort, qu'on doit, pouvoir être là pour les gens qu'on aime, qu'on doit toujours être, solide, ce genre de choses. C'est, intéressant de pouvoir un peu déconstruire ce schéma, se dire que, on a le droit d'avoir nos temps de pause aussi, on a le droit aussi de rater des choses, on a le droit d'avancer, tranquillement et donc oui, c'est vrai que déconstruire tout ça, c'est quand même assez fou et ça fait du bien, en effet, de pouvoir s'accorder ce temps-là, de se dire: «Bah, on n'a pas encore réservé notre hébergement pour après-demain, mais c'est pas grave, on va le trouver, on va survivre» et voilà, ça fait aussi partie de l'aventure. Bon, tu as plusieurs casquettes au sein de Defimed, notamment sur la communication, sur Bring TV, la chaîne de streaming, mais aussi sur l'animation, la co-animation du Cercle Jaune au sein de Defimed. Toutes ces activités, de quelle manière ça te nourrit, toi? Je trouve ça assez intéressant parce que en effet, il y a un noyau historique, des Décimètres, mais il y a en effet, pas mal de jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui et je trouve que c'est super appréciable de pouvoir un petit peu allier, ces 2 générations de vivants qui arrivent, à tous, collaborer ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, on a des ponts à faire et je trouve que c'est super intéressant de voir, ce qu'apporte Décimètre dans l'écotourisme, entre autres et pas que, dans le vivant, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est assez épatant, c'est toute cette interconnexion avec différents réseaux qui n'existaient pas forcément, avant, je pense et enfin que j'ai pas vu en tout cas et je trouve ça super intéressant de pouvoir participer à tout ça. Moi, en effet, ce que j'apporte, c'est souvent de la structure, réussir à mettre en place, un outil collaboratif. Actuellement, on utilise Notion. Réussir à mettre en place, des, documents, pour pouvoir, mieux onboarder, les bénévoles, ce genre de choses et ça m'anime en effet de me dire que, des choses qui
sont peut-être difficiles quand on manque d'équipe, quand on manque de temps, de compétences, mais j'arrive petit à petit à les mettre en place, à aider cette association à professionnaliser un petit peu toutes ces pratiques. Ce que j'aime, c'est que avec Eric, on a une très bonne complicité. Eric Rollet, du coup, le président de Defimed. Ce que j'aime, c'est que il me fait confiance et qu'on est en capacité de faire de belles choses ensemble. Aujourd'hui, que ce soit en effet le lancement de la plateforme Lune TV dédiée à du contenu du coup écotouristique. Avec Marlune, on a vraiment bien chapeauté tout ça et c'est un plaisir de voir que ça plaît et qu'il y a du monde qui se connecte à cette plateforme et surtout que ça permet de faire une tribune à tous ces acteurs de l'écotourisme et du vivant qui aujourd'hui peuvent être vus uniquement sur une plateforme où là on parlait tout à l'heure de médias qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Là on peut uniquement trouver du contenu qualitatif sur ces aspects-là. Donc là-dessus, c'est intéressant parce que il y a plein de gens qui ont des fois envie de choses différentes pour voyager, mais qui savent pas forcément où commencer, où trouver tout ça. Et là, on a une plateforme qui te permet de découvrir plein de beaux endroits, plein de belles personnes qui peuvent être tes prochaines destinations de voyage en quelque sorte. L'année dernière, tu as participé à l'organisation du premier festival du film écotouristique par les jeunes. C'était à Cannes. C'était un beau moment qu'on a tous vécu ensemble. Cette année, on recommence. Tu peux nous en dire un peu plus? Avant ça, on va organiser le mois écotouristique euroméditerranéen territorial, donc le MIT en résumé. Et donc sur celui-ci, on va essayer d'avoir, entre là actuellement, on a déjà une trentaine d'accueillants confirmés, mais de faire en quelque sorte des rencontres chez tous ces accueillants pour dire, venez voir ce qui se fait sur le terrain, allez découvrir tous ces acteurs de l'écotourisme et du vivant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un pont vers cet événement en fin d'année pour lequel en fait toutes les belles vidéos qui auront été tirées du coup du Meet 2025 pourront concourir à des trophées qui seront votés d'une part par le grand public, après par les adhérents d'Efimed et après par un jury défini du coup qui nous permettra d'élire vidéos coup de cœur vraiment qui ont été sélectionnées durant toutes ces belles expériences qu'auront pu vivre un public averti et moins averti. Si on récapitule un peu, Lucas, tu as osé créer, tu as osé entreprendre, tu as osé t'engager, tu as osé partir, tu as osé sortir de ta zone de confort, tu as osé t'ouvrir l'esprit et voir comment tu peux faire les choses différemment. Ma question, elle est simple, c'est quel conseil tu donnerais à un ou une jeune qui rêve d'entreprendre ou de voyager, mais qui aujourd'hui se dit ouais peut-être bien, mais je suis pas sûr. C'est une bonne question, mais je pense que simplement, il faut savoir petit à petit se faire confiance. Alors dans mon cas, c'est facile, parce que comme je dis, on m'a toujours porté là-dessus. On m'a toujours dit, tu peux avoir confiance en toi. Mais je pense qu'il faut se dire que il faut y aller, qu'il faut pas hésiter, que dans tous les cas, tant que le résultat ne peut pas être la mort, on peut se jeter à l'eau, on peut se dire allez, on y va. Dans tous les cas, je retomberai toujours sur mes pattes. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de pas trop être dur avec soi-même, de pas trop vouloir trop en demander, faire les choses étape après étape. On n'est pas obligé de vouloir faire directement gros. On peut se lancer tout doucement. Et une étape après l'autre, c'est plus facile. Un exemple tout simple pour des entrepreneurs, on va avoir tendance à se dire: «Oh là là, faut que j'attaque une campagne de prospection, allez, il faut que j'attaque, faut que j'appelle, 100 clients par mois». Enfin, c'est complètement fou et démesuré. En fait, il faut faire les choses petit à petit. Déjà, on arrive à se dire: j'ai réussi à contacter, 3 personnes, par semaine, c'est très bien. Il faut se donner des limites, en fait, des objectifs, mesurables et atteignables. Et si on fait ça, je pense que petit à petit, on va récolter des choses positives et on va réussir en fait à avancer petit à petit, à créer, entreprendre, oser, comme tu le disais. Donc, ouais, je pense que voilà, il faut réussir à être bienveillant avec soi-même et se dire que les choses se font étape après étape et qu'on a le droit de rater, d'avoir des échecs. Et c'est aussi comme ça qu'on grandit, qu'on apprend et que on construit. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Je pense que je le suis, tout à fait. Après, je pense que on a tous des balises en nous à poser, ce voyage m'a permis d'apprendre quelque chose, c'est que, c'est pas en étant à l'autre bout du monde que, je fuirai mes responsabilités, ce genre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'apprend aussi une chose, c'est que il faut que je réussisse à m'accorder tout ce temps que je réussis à m'accorder à l'autre bout du monde, en étant chez moi, c'est-à-dire en France, près des miens.
c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Donc je pense que là aussi, il faut être positif et bienveillant avec soi-même et se dire que la vie, c'est un long fleuve d'apprentissage et qu'il faut réussir petit à petit à gagner des batailles, mais modestement. Merci beaucoup, Lucas. Je te souhaite une bonne continuation sur ton voyage, mais aussi sur ton chemin de vie. Au plaisir de se retrouver au mois de décembre. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Merci François pour tout ce que tu fais. C'était un plaisir. À très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en ou laissez-nous un petit commentaire ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.